Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent pour animer ce débat. Si je ne dis pas d'erreur, on a 40 minutes donc, à passer ensemble. Donc il va falloir être à la fois rapide et concis parce qu'on a beaucoup de sujets à voir ensemble pour essayer d'analyser à la façon dont les mobilités influencent les manières d'aménager le territoire. Donc à nos côtés, je ne vous recite pas, vous avez été présenté. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, monsieur le sénateur Franck Dersin, sénateur du Nord, membre de la commission d'aménagement du territoire et du développement durable. Donc la première question qui est assez générale, c'est comment les nouvelles mobilités, les changements de paradigme, je pense notamment aux ZFE, impactent l'aménagement du territoire. Alors, il y a beaucoup de Z en ce moment. Hein. Il y a beaucoup de Z qui posent évidemment beaucoup de problèmes. D'ailleurs, l'un des ZAN, celui du ZAN, le ZAN. Vient d'être rectifié au Sénat. Ça doit passer maintenant à l'Assemblée nationale. Alors, c'est des vastes débats où personne... Enfin, moi, j'ai voté la loi, enfin, le TRAS. D'accord. Il y a là-dedans des choses qui ne me plaisent pas et des choses qui me plaisent. Bon, donc, il faut bien à un moment donné... Comme je n'aime pas m'abstenir, on vote pour, on vote contre. J'ai plutôt voté pour. Les ZFE, je trouve que là, on va un peu loin. Et je veux dire, il ne faut pas passer son temps à interdire. Hein. Il faut, je pense, parler, négocier, éduquer. Moi, je dis toujours, l'ennemi, ça n'est pas la voiture. Et ça ne doit pas être la voiture. L'ennemi, c'est l'autosolisme. C'est d'être tout seul dans une voiture. Ça, c'est l'ennemi. Et c'est ça qu'il faut combattre. Bon, malheureusement, quand je me déplace dans mon département, très souvent, je suis seul dans ma bagnole. Voilà. Parce que, je dirais, oui, il faut le reconnaître, parce que je sais à quelle heure je commence mes réunions, mais je ne sais pas à quelle heure je termine. Et j'ai été vice-président chargé des transports et de la mobilité dans le Hauts-de-France. Et un TER le soir dans le fin fond, au-delà de Maubeuge, de Gemont, c'est parfois très difficile à retrouver un train qui correspond. Donc voilà, on se retrouve seul. Donc voilà, l'autosolisme, c'est ça qu'il faut combattre. Et si on veut éviter que les gens se retrouvent seuls dans la voiture, eh bien, il faut une mixité, tout comme on se bat pour la mixité énergétique, il faut se battre pour la mixité aussi dans la mobilité. Et il y a effectivement énormément de travail à faire pour, je dirais, offrir aux gens la possibilité de prendre le train, le car, le bus, l'autopartage. Mais il y a des choses très faciles à régler quand on est en zone urbaine. Le département du Nord ou celui du Pas-de-Calais sont très denses, mais il y a des coins, des secteurs de densité beaucoup plus faible. Et évidemment, c'est là qu'est le problème. C'est là d'ailleurs qu'est le problème politique quand on analyse aussi les votes. Hein. Aujourd'hui, le vote, par exemple, d'extrême droite est très puissant dans les campagnes. Et une des raisons, c'est aussi, c'est pas simplement parce qu'il n'y a plus de médecins ou il n'y a plus de commerce, mais c'est aussi parce que le transport y est réduit et les capacités à bouger sont faibles face à des gens qui n'en ont pas toujours les moyens. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'avec Xavier Bertrand, on avait monté, d'ailleurs avant les Gilets jaunes, l'aide au transport public qui permettait justement à tous ceux qui travaillaient et qui étaient loin d'un lieu de transport et qui travaillaient en dehors des heures classiques, de pouvoir toucher une aide de manière à compenser à l'époque l'augmentation du prix de l'essence. Donc, et d'ailleurs on le voit hein, sur les ZFE, ça commence à nouveau à réagir. Je commence à voir des nouvelles tentatives de gilets jaunes dans certains secteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder, mais il faut agir d'une manière... plus de travail, plus de négociation. La ZFE est souvent perçue par un certain nombre de gens comme étant une injustice.
Voilà ce que je peux dire en propos liminaire. Merci. Est-ce que finalement, parce que vous avez commencé en évoquant le ZAN et la nouvelle loi Trace, est-ce que vous pensez que la ZFE pourrait connaître finalement la même évolution, c'est-à-dire une forme de moratoire ou finalement un décalage dans le temps de la réduction des différentes vignettes pour arriver aux véhicules thermiques, notamment sur votre territoire? Alors, oui, moi je le souhaite. C'est mon avis à moi. Hein. C'est pas forcément l'avis de tout le monde ici. Mais c'est mon avis. Il y a aussi une connotation industrielle. Enfin, je veux dire, le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, c'est une zone où l'industrie automobile est forte. Et passer dans un laps de temps aussi court du moteur thermique au moteur électrique pose d'énormes problèmes. Et puis, il y en a aussi qui savent tirer, je dirais, profiter de tout cela. Les Chinois, par exemple, qui rigolent, quoi, je veux dire, de nous voir agir de cette manière-là, parce qu'on le voit bien, ils sont en train de multiplier les ventes. Alors certes, on est en train de développer, et on reviendra tout à l'heure pour d'autres sujets de transport, les usines de construction de batteries, dont je dirais la vallée des batteries dans les Hauts-de-France, dont 2 à Dunkerque, dont je suis issu. Alors l'un fait des batteries solides, l'autre des batteries liquides. Donc l'un, on se demande si c'est encore d'actualité, et l'autre, on se demande si c'est possible. Non, mais on en est là aujourd'hui. Hein. Bon. Donc je suis un tout petit peu inquiet, et quand je vois la montée des ventes de BYD et des autres, qui d'ailleurs commencent à rentrer, y compris, je dirais, chez Peugeot, enfin chez Stellantis, où ils vont vendre maintenant des bagnoles chinoises, je m'inquiète. Donc il faut certes avancer dans ces domaines d'émissions de gaz. Oui, à terme, il faut la fin de la voiture thermique, ça je le pense réellement, mais il ne faut pas qu'on aille trop vite parce qu'on va se tirer une balle dans les pieds. Oui. Puis en plus, c'est vrai qu'il y a des disparités dans les territoires. On peut peut-être plus facilement penser à la voiture thermique en Ile-de-France que dans les Hauts-de-France. Pascal Terrasse, vous êtes directeur général adjoint du CRMA. Je voudrais vous poser une question qui me tient à cœur. Il y a beaucoup d'élus, des collectivités qui suivent cette journée. Depuis les vœux du CRMA auxquels j'ai eu le plaisir d'assister, est-ce que vous avez connu un meilleur soutien de l'État ? L'État nous soutient, heureusement, mais je ne m'attendais pas tout à fait à ce genre de questions. Moi, je suis un fonctionnaire et donc je dois fonctionner. Et donc, je suis à la disposition du Parlement. Monsieur le sénateur, je sais à quel point il est très engagé à nos côtés, comme d'autres. Au fond, on voit bien que l'État, aujourd'hui, est dans une situation compliquée d'un point de vue de ses grands équilibres financiers. Bon, vous connaissez l'histoire comme moi. Il y a quelques situations exogènes à la France qui font qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui. Je pense notamment au secteur de la défense, qui est un sujet dont on ne parlait pas il y a encore quelques années. Donc quand vous faites la difficile équation pour un parlementaire et voter un budget, on se dit où on peut prendre de l'argent. Il était un temps où moi j'ai été parlementaire pendant 20 ans à la commission des finances, tu t'en souviens, où assez facilement, quand il fallait récupérer un peu d'argent, on allait le prendre à la défense. Parce que c'était la variable d'ajustement. On se disait, en gros, on vit dans un monde de paix et tout ça durera. Là, aujourd'hui, c'est plus trop possible. Donc, à la question, est-ce que le CRMA dispose de moyens suffisants? Non, jamais. Est-ce que les parlementaires sont là pour nous soutenir? En tout cas, le groupe auquel appartient monsieur le sénateur, oui, parce qu'il est très présent à nos côtés, comme il est aux côtés d'autres opérateurs à qui je voudrais rendre hommage, l'OFB, l'ADEME, etc., etc. Alors, sur le sujet plus précisément de disposer d'un établissement d'expertise comme le CRMA, nous, on est une boîte d'ingénieurs, on est une boîte d'experts. Et notre expertise, elle peut plaire ou ne pas plaire. D'ailleurs, je vais renvoyer à une discussion qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale où un des groupes politiques veut nous supprimer. Parce que au fond, on soutiendrait le ZAN. Moi, je ne soutiens rien du tout. Nous, notre dispositif,
tel qu'on nous le demande, le Parlement, le gouvernement, c'est de mesurer les zones d'artificialisation. Est-ce qu'elles sont là ou pas? Moi, je vais donner un taux de température, mais c'est pas parce qu'on va casser le thermomètre, comme on dit, que la température va baisser. La réalité, c'est que je dis oui, il y a aujourd'hui des formes d'artificialisation dans le pays, et ensuite, il appartient aux politiques à prendre les responsabilités. Est-ce qu'on continue d'artificialiser ou pas? Est-ce que sur les ZFE, la question qui nous est posée pour rebondir, la question des ZFE, c'est d'abord une double question qu'il faut se poser, la question de la santé publique. C'est une vraie question aujourd'hui, excusez-moi, mais tous les indicateurs, et pas à peine en invente rien, tous les indicateurs font que les questions de santé publique et vivre en ville, moi qui suis d'origine ardéchoise, vous savez, j'ai pas trop de problèmes, franchement, avec les gaz à effet de serre chez moi. Mais quand je suis à Lyon ou à Paris, eh bien, je sais à quel point beaucoup d'habitants ont des difficultés de santé publique. Puis deuxièmement, il faut bien voir que les dispositifs qui nous permettent de rouler aujourd'hui sont essentiellement des moteurs thermiques qui fonctionnent pour l'essentiel avec du pétrole, et dont on sait que le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui va durer. Donc, deux questions nous sont posées. C'est comment on va répondre à ces deux injonctions. Moi, je n'ai pas forcément la réponse, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des questions de cohésion sociale qui nous sont indéniablement posées sur le sujet, parce que quand vous regardez, toutes les villes en France sont à peu près organisées de la même manière, c'est-à-dire qu'à l'est, vous avez l'habitat plutôt sympathique, et à l'ouest, vous avez plutôt les usines. Ça vaut pour Paris, mais ça vaut pour Lyon, ça vaut pour Marseille, etc. Et donc, très souvent, les gens qui habitent à l'est, ils traversent la ville pour aller travailler à l'ouest. Et comment ça se passe pour eux? Donc ces questions-là, il faut savoir les poser, savoir y répondre. Indéniablement, il y a les questions de la lutte contre l'autosolisme, bien sûr. On fait des études qui permettent aujourd'hui de vérifier, d'abord sur la ville de Grenoble, puis sur les tas d'autres villes, de voir à quel point on peut avoir des sites partagés où on va privilégier, par exemple, le covoiturage ou la lutte contre l'autosolisme. On sait que ça fonctionne. D'ailleurs, les États-Unis, en cela, ont démontré que ça fonctionnait même très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui nous permettent de jouer sur les mobilités, évidemment. Je compte beaucoup d'ailleurs sur, monsieur le sénateur, je vous le dis, et monsieur le vice-président, je vous le dis aussi, c'est les nouveaux RER qu'on va trouver dans les régions, les SERM, exactement. Je pense que ça, c'est un vrai sujet qui va avoir son importance dans les années à venir, parce que ce qu'on constate et je reviendrai sur le sujet de l'aménagement, ce qu'on constate aujourd'hui dans notre pays, c'est que vous avez un rural profond, vieillissant, sur lequel il faut indéniablement apporter des réponses sur les mobilités. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans une de vos prochaines questions. Mais aujourd'hui, on voit à quel point il y a une situation très difficile en milieu urbain, dans les métropoles, etc. Mais aussi de plus en plus en périphérie, ces milieux urbains. Et donc, les SERM sont aussi des services qui vont quand même, j'imagine, si on s'en donne les moyens, répondre par des dispositifs de multimodalité, par des dispositifs d'accompagnement, véritablement à moins encombrer peut-être la ville de demain. Mais c'est un travail qui nécessite là aussi des moyens qui sont considérables. Mon heure de politique, s'il vous plaît, ne la mettez pas et ne l'enregistrez pas. Mais je vais vous le dire parce que moi, je ne suis pas loin de la fin de ma carrière. Et quand même, quand l'État est capable de mettre 100 milliards d'euros... Non, mais il faut être sénateur. Oui, on dure, nous, tu sais. On meurt sénateur, même. Hein. J'ai donné... Non, mais quand l'État met 100 milliards d'euros sur le chèque énergie, pour limiter, au fond, les coûts énergétiques liés au pétrole. Moi, j'en ai bénéficié, bien payé, inspecteur général. Bon, j'ai bénéficié de cette aide. Franchement, 100 milliards, c'est 5 points de PIB. Si on les avait mis, comme l'Espagne ou l'Allemagne, peut-être dans des dispositifs d'amélioration de nos dispositifs de mobilité, peut-être que ce serait un peu hurlé à l'époque, mais aujourd'hui, ça serait bien pour nous. 5 points de PIB, 100 milliards. Et si vous pensez une minute que les gens qui ont bénéficié du chèque énergie à l'époque vont remercier le gouvernement et vont voter massivement pour lui, on a vu les résultats au mois de juin dernier. Merci beaucoup. Monsieur le maire Richard Delpierre, vous êtes maire du Chênay-Rocancourt et vice-président transport et mobilité du département des Yvelines. Peut-être avant de vous poser la première question sur des dispositifs qui vont vous toucher potentiellement comme la ligne 18, est-ce que vous pouvez très brièvement nous rappeler votre territoire pour qu'on comprenne finalement vos spécificités ? Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, le département, j'ai commencé par le département, c'est un département francilien, mais qui embrasse à peu près toutes les réalités de ce que la région Île-de-France peut offrir, puisqu'on a 1,6 million d'habitants. On a les 3/4 du territoire qui relèvent du champ de la ruralité, parfois de la ruralité la plus profonde, c'est-à-dire loin de tout.
loin de l'autoroute et loin des axes ferrés. Et puis on concentre sur un petit quart du territoire, les 2/3 de la population, et on est collé à la zone agglomérée dense de l'Île-de-France, hein, et je parlais de ma commune, mais de Versailles et d'autres, voilà, et donc avec des caractéristiques de desserte, notamment de desserte ferroviaire et de concentration d'axes urbains extrêmement importantes. Et donc le département, il a ce double défi. Monsieur le sénateur l'a dit, nous on a une partie de notre population qui est entièrement dépendante de la voiture, et de la voiture carbonée. Donc on a 1600 km de route à entretenir, des investissements à faire. On a le bonheur d'avoir 15 ponts sur la Seine, pas tous en bon état. Voilà. Et puis c'est pas très sexy de refaire un pont, hein. Ça coûte très cher et ça rapporte rien, hein. Et pourtant, il n'y a pas qu'en Italie que les ponts se font. On se fait même engueuler quand on fait les travaux. Oui, aussi, mais à la fin, il n'y a rien à inaugurer. Voilà, donc ça fait partie des sujets. On a des infrastructures, il y a les ponts sur la Seine, il y a les ponts sur l'autoroute aussi. Voilà, donc on a des ouvrages d'art qui nous coûtent extrêmement cher, sur lesquels l'État s'est un peu défaussé. On a également la volonté, même si ça ne fait pas partie de notre cœur de compétences, un certain nombre de projets d'infrastructures ferroviaires structurants. On parlait avec mon collègue Fabien Frechter qui est à Temps et Hall depuis qu'il est né. On accompagne le déploiement du RER E à l'ouest. On accompagne des déploiements de lignes de tram-train pour avoir des liaisons de banlieue à banlieue, donc des liaisons nord-sud que nous n'avons pas sur le département. Et puis on porte, on en reparlera tout à l'heure, je l'espère, le projet de la ligne 18. Donc on essaie d'être au rendez-vous et puis on essaie surtout, pour combattre l'autosolisme que mes deux prédécesseurs évoquaient, la volonté de faciliter le transfert modal. C'est-à-dire à un moment on comprend que les gens ont besoin de prendre la voiture au début de leur parcours, mais plus vite ils la lâchent et plus vite ils basculent sur autre chose avec l'espoir de rentrer le soir par le même mode de transport. Donc l'accès aux gares, le dernier kilomètre autour des gares, qui est un sujet éminemment compliqué, qui nécessite de la co-construction, hein. Là c'est le maire qui vous parle. Le département essaie d'être accompagnant pour que, effectivement, dans la vraie vie, les gens puissent se dire ok, je prends ma voiture et je vais trouver une place ou je vais trouver un parking relais qui me permet de basculer sur autre chose, parce qu'à un moment sur notre territoire, on a une offre de transport en commun qui est globalement qualitative, et c'est le cheminot première langue que je suis qui vous parle. On se plaint beaucoup, mais globalement, quand on voyage à l'étranger, on mesure quand même que, en tout cas, le système francilien est un système extrêmement performant. Et donc le sujet, c'est d'inviter un maximum d'Yvelinois à basculer demain vers ces modes de transport. Mais en se le disant, on est bien conscient que sur une partie du territoire, on ne peut pas se passer de la voiture. Je vais mettre en même ma casquette de maire d'une ville dense. Qui a été construite autour de la voiture, hein. Au départ, le Chênay historique, c'est un carré de 2 sur 2. Vous voyez, donc on est une des villes les plus denses des Yvelines. Et sur lequel on se bat, je regarde mon adjointe en charge des mobilités qui est en face de moi, pour qu'une partie de nos administrés comprennent qu'une partie de leur déplacement peut se faire autrement qu'en voiture. À pied, à vélo, éventuellement covoiturage, mais à pied et à vélo, qui sont quand même les modes de transport de base, parce que quand voilà, vous allez prendre votre voiture pour aller chez le boulanger qui est à 300 mètres de chez vous, ce que toutes et tous nous faisons, y compris votre serviteur, par réflexe, parce que nos immeubles ont été construits avec des places de parking au pied de l'immeuble, et donc on a tous le réflexe de prendre la bagnole et d'aller faire le tour du pâté de maison voiture, qui globalement nous prend plus de temps, qui génère la pollution que vous évoquiez tout à l'heure. Et là, il n'y a pas besoin d'argent. Là, l'une des dernières décisions du mandat, qui ne va rien me coûter parce que on me doit des panneaux, va consister à implanter des panneaux dans la ville pour indiquer les temps de parcours à pied. Ça coûte rien, ça. Et ça va un peu rappeler aux gens qu'effectivement, la mairie est à 3 minutes, la piscine à 5, le centre commercial à 3, et que tout peut se faire à pied, en fait. Voilà, presque tout. Voilà. Et donc ça fait partie, et là on refait de la politique, et pour en revenir aux injonctions, voilà, il y a des quick wins, il y a des sujets qui ne sont pas hyper compliqués, en attendant que la ZFE délivre les effets attendus, etc. Toutes et tous, on a une espèce de responsabilité collective à nos échelles. Et j'ai à la fois le département et le bonheur d'avoir une commune qui nous permettent de, voilà, au quotidien de faire des choses qui iront dans le bon sens. Et là, je garde votre casquette de maire. Vous avez été un fervent défenseur, si je ne dis pas d'erreur, de la ligne 18 pour qu'elle arrive sur votre territoire. Est-ce que vous savez évaluer l'impact que ça pourrait avoir sur l'aménagement de votre territoire, sur l'attractivité de votre territoire? Est-ce que vous avez des études, des données à nous présenter? Alors moi, je n'ai pas d'études à vous présenter officiellement, mais les deux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui sont éminemment intéressés par ce qu'on appelle la ligne 18 Nord, dont je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'elle fait partie nativement du projet d'origine, ce n'est pas un caprice des maires du nord de département.
Elle est certes née sans gare, mais elle est tracée depuis le départ. Et donc, je vous rappelle, pour les amoureux du métro du Grand Paris, c'est 2 doubles boucles. Et des doubles boucles, ça fonctionne mieux quand les boucles sont bouclées. Je ne suis pas ingénieur, mais voilà, vous comprenez bien que l'anneau, s'il n'est pas bouclé, la boucle, elle boucle moins bien. Voilà. Et donc ce système, qui aura quand même coûté à peu près 40 milliards d'euros, qui est une vraie belle décision politique portée par des gouvernements de couleurs différentes, de temps en temps, on arrive quand même à faire des projets de temps long, ce serait quand même pas mal qu'elle prenne tout son sens. Et si on va au bout de ce projet, l'impact, il est colossal. Il est colossal à la fois pour les habitants du territoire, mais aussi pour les salariés qui viennent sur le territoire. Je vous donne un exemple. Moi, mon premier employeur, c'est l'hôpital de Versailles, c'est le plus gros hôpital des Yvelines, 3500 personnes, 400 médecins, donc les autres ne sont pas médecins, ils ne sont pas payés comme des médecins, donc c'est plutôt des gens qui habitent loin, voire très loin, qui en tout cas ne peuvent pas se loger sur le territoire. Voilà, ils doivent être là à 6h du matin. Voilà. Quand on a fait la refonte du réseau de bus, la commande de l'hôpital, c'était on veut que les premiers bus arrivent à l'hôpital à 6h, ça vous dit des choses de l'heure à laquelle les soignants prennent les premiers trains pour arriver à la gare des Chantiers, etc. Le métro du Grand Paris, il dessert toute l'Île-de-France. Il tourne 24/24. Il sera accessible avec la carte Navigo. Voilà. Vous regardez plus du tout de la même manière l'attractivité de vos territoires. Vous regardez plus du tout de la même manière le sujet du logement social. Je suis une ville historiquement carencée, pas parce que j'aime pas le logement social, mais parce qu'elle a été construite comme ça, avec d'autres règles. Et donc aujourd'hui, quand bien même je voudrais, je ne peux pas produire le logement social nécessaire pour que les salariés qui travaillent à l'hôpital ou au centre commercial, qui est mon deuxième employeur, puissent se loger chez moi. Mais avec le métro de Grand Paris, c'est plus du tout la même histoire. N'importe qui peut venir en décarboné, sans que ça lui coûte presque rien, jour et nuit. Voilà. Donc ce projet, il est en cours de réalisation. Et donc oui, je me bats pour que ce dernier maillon ne soit pas oublié. Et on le dit, il y a 1001 raisons qu'il soit oublié. On cherche des milliards pour la défense, etc. Voilà. Et je suis bien sûr d'une chose, si on oublie de le faire et qu'on démantèle les équipes de la SGP, même pour faire des sermes, on ne les reverra pas avant 50 ans. Donc oui, le combat, il est politique. La livraison de ce maillon, elle arrivera, s'il se fait, en 2040-41. Je serai ailleurs. Voilà. Mais le combat politique, il est là, et c'est notre rôle. Et compte tenu du thème de cette table ronde, oui, bien sûr, pour moi, c'est essentiel. Et avant d'aller se disperser, ce serait bien que de temps en temps, l'État, les décideurs, terminent ce qu'ils ont démarré. Imaginez un seul instant qu'on ait lancé un programme de sous-marins nucléaires et qu'on ait oublié de commander les missiles. C'est un peu ça l'histoire. Hein, voilà. Et donc moi, je dis à un moment... Très bien, avant de parler de la ligne 19 ou la ligne 18 Est, puisqu'elles sont dans le débat public, et puisque, disons-nous les choses, si pour l'instant l'État est frileux sur la ligne 18 Nord, c'est qu'il va être obligé, parce qu'il a oublié de mettre des gares sur le tracé, de réouvrir le couvercle et d'évoquer le sujet de la ligne 19 et de la ligne 18 Est, pour lequel il n'a pas vraiment d'argent. Mais pardon, voilà, à un moment, je pense qu'il faut que chacun reparte de l'origine et de l'essence de projet. C'est un beau projet, c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet essentiel pour tous les sujets qu'on évoque, et c'est un sujet qui a à la fois un effet décarbonation des transports, mais un effet très fort sur les problématiques de logement social, sur lesquelles on n'a pour l'instant pas vraiment de réponse. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Peut-être un mot, si vous le voulez bien, sur les ambitions de France Transport. De France Transport. Oui. Dites-moi en plus. Eh ben, je me suis noté que je devais vous questionner sur les ambitions de France Transport. Vous ne travaillez pas sur le Sénat ou les ambitions de France Transport? Moi, si vous voulez, oui, Laffitte, oui. Alors, si vous voulez, pour l'instant, si vous voulez, notre sujet sur lequel on est obsédé, c'est de faire enfin cette grande conférence sur le financement de la mobilité dans le pays. D'accord ? Bon, cette conférence, elle est promise depuis 2 ans, sauf qu'en 2 ans, on a eu 4 ministres des Transports, je crois. Hein. On commence à avoir du mal à dire qui était qui et combien de temps ils sont restés. Et à chaque fois, c'est reporté. Bon, là, apparemment, ça va se faire. Je pense que le gouvernement tiendra jusqu'au mois de juin. Après, je vais vous donner une information. Vous savez, ils ont tellement peur qu'on les fasse sauter que pour la première fois depuis le siècle dernier, je dirais même le millénaire dernier, puisqu'on a changé de millénaire aussi, il ne va pas y avoir de... on ne va pas siéger extraordinaire, cette session extraordinaire. Donc, ils vont nous arrêter le 30 juin et on va reprendre le 2 octobre. Ça fait des sacrées vacances, hein. Oui. Tout ça parce qu'ils ont peur que... alors, ils ont plus peur de l'Assemblée nationale que du Sénat. Hein. Au Sénat, on est soft quand même. Il y a 3 RN, 0 LFI, donc ça se passe bien.
Oui, voilà. Et donc c'est un vrai souci. Donc ça y est, ils viennent de nommer le grand organisateur, qui est quelqu'un qu'on connaît tous, qui est Dominique Bussereau. Hein, voilà. Et donc, on n'a pas la date, mais on espère que pour le mois d'avril, effectivement, on aura cette réunion dans laquelle il va falloir, pas simplement qu'on pérore, qu'on discute, mais qu'on prenne de vraies décisions. Il manque beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il manque 100 milliards sur l'infrastructure ferroviaire. Il y a un rapport du Sénat qui date de 2019 qui dit qu'il manque plusieurs dizaines de milliards sur les ponts et les ouvrages d'art, qui commencent à être dans un état, il n'y a pas qu'en France, mais très difficile chez nous. Il y a les sermes à faire. Parce que vous parliez tous les deux du Grand Paris. Hein. Alors, la Société du Grand Paris, quand ils sont venus nous voir en province en disant la Société du Grand Paris va travailler en province, on a dit OK, mais il faut changer de nom. Il ne faut plus que ça s'appelle la SGP. Donc, j'ai dit d'accord, ça va s'appeler la SGP, la Société des Grands Projets. Donc, voilà, on est tombé d'accord là-dessus. Mais en vérité, les sermes, c'est le Grand Paris. Voilà. Mais les sermes, alors certes, il y a un coût. Par exemple, le CERM des Hauts-de-France, le CERM lillois, grosso modo, c'est 7 milliards d'euros en estimation. Le CEREMA nous aide d'ailleurs bien là-dessus à penser, à réfléchir, à ne pas faire trop de bêtises, d'où l'utilité du CEREMA, je le dis et je le redis. Parce que à Lille, c'est un peu comme à Marseille-Saint-Charles, la gare Lille-Flandre, c'est une gare en cul-de-sac. Et donc, quand on a une gare en cul-de-sac, on ne peut pas faire de serme, ce n'est pas possible. Donc, il faut construire des voies supplémentaires, aller construire, par exemple, 37 km de voies supplémentaires à travers des champs captants, des choses comme ça. Vous imaginez, vous voyez déjà sur la 69 ce qui se passe. On commence à être emmerdé sur le canal Seine-Nord, donc créer une voie de 37 km qui passe dans le nord, dans le Pas-de-Calais, sur des champs captants, il nous faudra 10 ans minimum, si vous voulez, avant de commencer les travaux. Donc, il y a des milliards d'euros à dépenser. Alors, pour l'instant, sur les sermes, il y a dans les contrats de plan État-région toutes les sommes d'argent nécessaires aux études. C'est là. Ensuite, il faudra investir. Mais le gros problème, c'est ce que vit aujourd'hui la région Île-de-France, c'est-à-dire le fonctionnement. D'où l'augmentation du VM. Et par exemple, je veux dire aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, la convention TER, c'est 535 millions d'euros. C'est 1 450 000 euros par jour. Vous imaginez? Et si je mets l'écart en plus, on rajoute 1 million. Donc nous dépensons 2 450 000 euros par jour dans les Hauts-de-France pour transporter en train 200 000 voyageurs. Ce n'est pas forcément 200 000 personnes. Hein. 200 000 voyageurs, ça fait à peu près 150 000 personnes. Et pour transporter 220 000 enfants tous les jours, les enfants sont transportés tous gratuitement. Hein, voilà. Donc, eh bien, on estime que la convention TER, une fois que le CERM sera mis en place, elle passera de 535 millions à 800 millions d'euros en fonctionnement. Où est-ce que la région, où est-ce que les régions vont trouver ces sommes d'argent demain? Aujourd'hui, on ne les a pas. On vient de voter, là, jeudi, vendredi, on a voté très tardivement, parce que le budget a été voté tardivement, le budget de la région Hauts-de-France. Eh bien, voilà, on a de moins en moins de recettes. Donc, pour répondre un peu à votre question, ce que je regrette dans le budget, alors aussi que j'ai voté, hein, il va y avoir un budget, mais beaucoup de choses m'ont déplu, c'est par exemple les 900 millions d'euros en moins pour la FIFT. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors oui, on dit oui, mais c'est pas grave, la SNCF va mettre 500 millions de plus, ça compense. Mais à un moment donné où on manque d'argent sur l'infrastructure, ou aussi, et c'est un réel problème, nous avons les péages ferroviaires les plus chers de toute l'Europe. Pourquoi? Parce que nous avons un État, quelles que soient les tendances conduites, qui met le moins dans son infrastructure. Donc il faut bien que SNCF Réseau
fasse payer cher. Or, si elle fait payer cher les péages, eh bien, je veux dire, ça se retranscrit. Donc, et j'en finis là, dans cette grande réunion qui va être montée, cette grande conférence, il faudra, puisque je viens de vous expliquer qu'il faut trouver de l'argent en investissement et demain en fonctionnement, il faudra, parce qu'on travaille pour demain, on se projette, l'infrastructure, vous l'avez dit, c'est du temps long, il faut qu'on se pose la question de l'avenir des concessions autoroutières. Les premières se terminent en 2031, les dernières en 2035. C'est 12 milliards d'euros qui se baladent. Alors moi, je connais bien le sujet, hein, puisque il y a un moment donné, j'ai été battu en politique, hein, tu sais ce que c'est. Non, tu n'as jamais été battu, toi, tu es parti de toi-même. Moi, j'ai été battu. Donc, j'ai eu un trou à un moment, hein, tu vois. Et donc, il faut se recaser. Donc, j'ai bossé chez Vinci. J'étais le directeur des affaires publiques de Vinci, au siège à Rueil-Malmaison. Voilà. Et donc, je connais bien les concessions autoroutières. Et c'est les trois entreprises qui les gèrent, grosso modo, c'est 12 milliards d'euros. Et cet argent, on en a besoin. J'ai beau être de droite libérale, je défends des politiques publiques, et le transport, c'est une politique publique, donc qui n'est pas rentable, comme l'hôpital, comme la justice, comme l'éducation. Et donc, il faut qu'on trouve l'argent, il faut partager. Et ben, le sujet du financement est toujours au cœur des actualités. Pascal Terrasse, le CEREMA accompagne les collectivités sur les évaluations a posteriori des ZFE-M. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'on sait quels sont les impacts, notamment sur l'attractivité du territoire ? C'est paradoxalement très difficile à faire une évaluation, surtout que les ZFE, c'est un dispositif qui va se mettre en place graduellement. Certaines collectivités, d'ailleurs, avaient plutôt une ambition d'aller très vite sur le sujet, et pour des raisons liées à des impacts sociaux essentiellement, ont plutôt reculé. On voit sur la ville de Lyon, qui était pour le coup très engagée. Donc le débat sur les ZFE, moi, me fait penser indéniablement au débat que nous avions eu dans les années 2000, tout début des années 2000, sur l'adaptation des bâtiments aux personnes en situation de handicap, où on s'est dit, voilà, il y a une date butoir, en 2006, il faut que tout soit terminé. On est en 2025, il y a encore beaucoup de bâtiments publics qui ne sont malheureusement pas aux normes. Donc l'idée de l'État et du législateur, en l'occurrence, c'est quand même se fixer un objectif et un horizon. Et donc pour les collectivités les plus engagées, on le voit déjà, un certain nombre de collectivités se sont engagées dans le dispositif des ZFE. Ça va avancer progressivement. Il faut y aller. Quelles sont pour nous les premières évaluations a priori qu'on peut se poser avant d'aller sur une évaluation a posteriori? A priori, la question, comme je le disais tout à l'heure, de l'accompagnement des dispositifs de mobilité, le covoiturage, les transports collectifs, les mobilités douces. Il y a un travail quand même à faire qui est loin d'être abouti aujourd'hui. Donc ce travail-là, il faut vraiment l'engager. Deuxième sujet, c'est l'électromobilité. On sait que les ZFE, pour le coup, ont intérêt à développer l'électromobilité. Et paradoxalement, c'est qu'on voit que ces sujets-là sont les plus complexes à mettre en place en ville. Parce qu'aujourd'hui, charger un véhicule en ville, quand vous avez des véhicules européens, puisqu'on va essayer d'accompagner les véhicules européens, un chargement à 60-70 kWh, il y en a très peu, au fond, en Europe, de véhicules qui savent le faire. Donc il va falloir y rester pratiquement une bonne partie de la nuit. Si vous n'avez pas un garage, voilà, et si vous avez des places tampons, on est dans des grandes difficultés. Autant l'électromobilité, ça va bien quand vous avez votre pavillon, quand vous êtes en milieu rural, on va dire. Mais en ville, c'est quand même un sujet qui nécessite encore un travail. Troisième point, sur l'évaluation a priori également, pour nous en tout cas au CEREMA, c'est de se poser la question de l'aménagement urbain. Si l'on veut demain arriver à répondre aux sujets qui nous sont posés, et notamment celui du dernier kilomètre, c'est le sujet qui nous inquiète le plus aujourd'hui, notamment pour les artisans, pour les commerçants, pour ceux qui doivent se rendre en ville aujourd'hui et qui ont à faire du transport urbain. On a un programme qui s'appelle
interlude pour lequel, donc, avec l'ADEME, on travaille aujourd'hui, qui est l'accompagnement du transport métier en milieu urbain, sur lequel voilà, on avance petit à petit. On réfléchit avec des villes comme Montpellier, par exemple, à la mise en place de droïdes. Comment demain les droïdes, enfin, ces espèces de robots qui vont permettre de faire... alors ça existe déjà, et la Poste a déjà très engagé des dispositifs de droïdes. Je crois que Engie aussi, enfin quelques opérateurs l'ont déjà fait, mais on en est encore très loin. Ce qui veut dire que si on veut améliorer ces dispositifs, il y a aussi toutes les questions d'aménagement urbain. Et la question aujourd'hui pour nous au CEREMA, c'est de pouvoir accompagner ces collectivités territoriales. Comment on va les accompagner? Il y a des coûts qui sont considérables aujourd'hui. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent, je vais terminer mon propos là-dessus sur ces ZFE, c'est que je m'adresse aux législateurs. Il ne faut pas casser ce beau dispositif. Il faut se dire, voilà, petit à petit, il va y avoir des possibilités pour ceux qui ont de vieilles voitures de continuer à pouvoir les utiliser. Les vieilles voitures ont tendance un jour à disparaître, quoi. Mais en gros, comprendre le réel pour aller à l'idéal, c'est un vieux terme de Jaurès. Comprendre le réel, ça veut dire que indéniablement, il va falloir y aller progressivement avec les accompagnements nécessaires, parce qu'on voit que sur ces questions de ZFE, c'est quand même toujours celles et ceux qui ont le moins de moyens qui sont les plus touchés. Moi, vous savez, j'habite dans un quartier plutôt sympathique à Lyon. Les voitures électriques, c'est pas celui qui est au SMIC qui peut y accéder, hein, vraiment. Celui qui a un petit salaire, vraiment, il travaillera pas dans Lyon, ou alors ce sera une femme de ménage, peut-être à la rigueur. Mais la plupart vont travailler très loin et ont besoin de leur véhicule. Et donc toutes ces questions sociales sont au cœur du débat de l'environnement aujourd'hui. Questions sociales. Simplement pour répondre, je te grille la police 30 secondes simplement. On ne veut pas casser, moi je ne veux pas casser les ZFE. Je veux adapter, je veux qu'on étale dans le temps. C'est simplement ça. Alors, ce dont tu parles du dernier kilomètre, tu sais que j'étais avec 2 de tes collaborateurs hier, puisque moi je travaille pour le GART sur la mission Interlude, avec Anne-Marie Jean et d'autres, sur comment justement on va gérer demain le dernier kilomètre et comment on va permettre aux entreprises privées d'aller faire les livraisons dans les villes. Donc c'est pas simple. Alors on était presque à aboutir et puis malheureusement, comme les élections municipales c'est dans un an, on est obligé de tout arrêter parce que oula, ça se tend et évidemment tout le monde a peur de prendre des décisions. Donc on va continuer à travailler et à penser, à réfléchir avec le CEREMA pour que justement au lendemain des municipales, on puisse véritablement prendre les décisions. Merci. Ça me permet de faire une transition en parlant des impacts. Vous vous êtes exprimé, monsieur le maire, sur notamment la voie de covoiturage. Vous avez parfaitement exprimé, Pascal, les difficultés quand on pense la mobilité, notamment d'un point de vue social. Est-ce que vous étiez pas contre? Vous demandiez notamment à savoir quels étaient les impacts de cette voie pour peut-être celles et ceux qui ont besoin de se rendre. On pense à l'hôpital, par exemple. J'aimerais vous entendre sur ce point-là. Alors effectivement, on a été amené à réagir sur une proposition dont on avait entendu parler avant les Jeux Olympiques. Vous savez que pendant les JO 2024, il y a eu la mise en place de voies réservées. Il ne vous a pas échappé qu'elles ont été actives pendant une période où on avait invité les Franciliens à partir assez loin. Moi, j'étais obligé de rester pour tout un tas de raisons. Donc j'ai pris l'autoroute qui était loin d'être saturée et donc les voies réservées étaient très dégagées. Et effectivement, on avait évoqué la question de l'héritage et de la possibilité de garder ces voies réservées pour après. Et donc là, il y avait eu des réserves. Et puis les JO se passent, on nous rend les voies, et on voit arriver à la fin du mois de novembre les services de la préfecture qui nous expliquent que, clac, dans 2 mois, on active, voilà, avec un mode de fonctionnement qui nous paraissait un peu bizarre. Et puis, le principe de bon sens, vous regardez les voies qui sont finalement réactivées comme voies réservées, et vous les regardez arriver, en l'occurrence sur la 13 pour celle qui m'intéresse, à l'entrée du tunnel de Saint-Cloud, où là, physiquement, la circulation est réduite à 2 voies, et vous dites, OK, c'est quoi le gain de temps espéré, c'est quoi les règles de fonctionnement, c'est quoi les messages qu'on passe, et comment on prépare la population. L'idée de départ, elle est évidemment tout à fait louable, c'est de lutter contre l'autosolisme, mais on n'a eu aucun travail de pédagogie auprès de nos habitants, on n'a pas de mode de fonctionnement, et d'ailleurs, après, quand vous regardez dans le détail, la voie est activée en tant que de besoin par les services de la préfecture sans préavis particulier. Donc vous n'êtes même pas, vous savez, sur les plaques paires, les plaques impaires, etc., avec des règles du jeu qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent aux gens de s'organiser et d'anticiper.
Là, c'est déclenché en fonction de la saturation du trafic. Et je rajoute à ça que comme on a eu le bonheur d'avoir une petite fissure dans l'autoroute A13 avant les JO, donc on a goûté aux joies de l'interruption complète de circulation sur la 13 et donc du report de trafic pendant 6 bonnes semaines. Donc on sait ce que ça veut dire, le report modal sur les voies qui ne sont pas faites pour ça. Et la saturation complète de l'ouest parisien pendant 2 heures tous les matins. Voilà, qui n'a pas été hyper couvert par la presse, mais qu'on a vécu un peu quotidien. Donc forcément, nous, quand on nous parle de ça, et en l'occurrence moi qui ai le bonheur d'avoir 2 accès à la 13 qui encadrent ma commune, il y a une petite appréhension sur le fait que si vous piquez sur 3 voies, une voie et qu'il reste 2 voies de circulation, le risque d'engorgement est réel. Donc on a juste demandé à l'État de vraiment jouer le jeu. Et pour l'instant, je vais être honnête, il n'y a pas eu d'alerte particulière, mais on a forcément au départ une espèce d'appréhension. Et on en revient, qu'est-ce que les gens vont retenir de cette expérience? C'est le tarif de l'amende, parce que là pour l'instant on a 2 mois gratuits. À partir du mois de mai, ça sera moins gratuit. Donc on aura les premières prunes et les premières personnes qui vont nous dire pourquoi 135 € de ci, de ça. Voilà. Et donc on a souvent pour l'instant, on va dire je ne sais pas, il faut parler d'incitation négative ou de coercition pour inviter les gens à changer de mode. Ce qui n'est pas hyper efficace. Il faut donner envie. Et donc là, on n'est pas complètement donné envie. Et moi, ma petite frustration, c'est qu'il n'y ait pas eu ce temps d'accompagnement pour qu'on puisse, nous, auprès de nos administrés, expliquer, convenir d'ailleurs un peu des règles du jeu, parce que si vous voulez aider au moins à l'aller, à ce que les gens partent à 2, ça s'organise un peu. Ça s'organise un peu. Aujourd'hui, on a tous des téléphones, des applications, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais en tout cas, j'en ai pas vu sur le territoire yvelinois. Et dans la présentation de la préfecture, il n'y avait pas le kit et donner envie à vos administrés de faire du covoiturage. Ni même d'ailleurs des incitations financières, etc. On peut imaginer tout un tas de choses. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en tout cas, dans les territoires denses, rien n'est fait, y compris d'ailleurs à nous demander de trouver des espaces pour qu'il y ait du co-chargement. Ça existe dans la ruralité. Hein. Quand vous vous éloignez là, dans mon département, je vois des endroits où il y a des points de rendez-vous pour l'autopartage, pour du covoiturage. Mais ça n'existe pas chez nous et j'ai trouvé que c'était un petit peu précipité. Et voilà, il y a le sentiment d'un peu d'idéologie post-JO là-dessus. Et mais après, franchement, si il s'avère au bout de 6 mois que c'est efficace, je serai le premier à le saluer. Eh bien, écoutez, merci. Je vois qu'on est arrivé à la fin de cette conférence. Je vais vous proposer un exercice difficile. On va commencer par vous, monsieur le sénateur. Un mot de conclusion, mais vraiment un mot pour respecter le timing. Vous savez, j'ai un peu tout dit. La conclusion, c'est la réussite pour moi de cette conférence sur les financements qui va déterminer, je dirais, dans les 20 ans à venir, ce que l'on va pouvoir réellement faire, pas être simplement dans des projets abracadabrantesques, comme disait l'autre, mais répondre, je dirais, aux besoins, je dirais, de l'État, des régions, des départements, des communes. La mobilité est un sujet essentiel aujourd'hui. Ce sera, je pense, alors c'est terminé, je ne suis plus maire, mais ça va être un débat pour les municipales qui va être essentiel, surtout sur les mobilités douces au sein des villes, puisque le vélo est aussi quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on parle et qu'on travaille. Il n'y a plus beaucoup de budget de l'État là-dessus, donc il va falloir qu'on se démerde nous-mêmes, je dirais, dans les départements, dans les villes, dans les intercommunalités. Donc, et il faut très vite qu'on prenne des décisions justement sur l'avenir des concessions autoroutières, parce que quand je regarde où est le pognon, hein, vu qu'on doit en dépenser plus dans d'autres endroits pour se protéger en ce moment, le pognon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le trouver. Le VM, on ne peut pas l'augmenter non plus de trop parce que ce sont les entreprises qui le payent. Tu parlais de l'hôpital, chez toi, celui qui paye le plus le VM, c'est l'hôpital, puisque c'est le premier, celui qui a le plus de salariés, et comme c'est un pourcentage sur la masse salariale brute, voilà, donc on prend aussi, je dirais, à des budgets difficiles. Voilà. Merci infiniment pour ce mot de conclusion. Monsieur le maire, un petit mot de conclusion. Moi, juste redire qu'on l'a compris, dans le contexte budgétaire très tendu, monsieur le sénateur vient de le rappeler, je crois qu'il va falloir qu'on choisisse nos combats. Donc si cette conférence se tient, je l'appelle de mes voeux, qu'on porte un regard lucide sur ce qu'il y a dépensé, on sait bien qu'on n'aura pas les 100 milliards, il ne faut pas opposer, et je le redis, la voiture au transport public. On a besoin, en tout cas sur nos territoires, on a besoin des deux, et il faudra qu'on ordonnance les dépenses, qu'on priorise, c'est le rôle des politiques de manière lucide, mais je crois que c'est ça la priorité aujourd'hui, d'avoir effectivement ce diagnostic un petit peu dépassionné, et puis de se dire à un moment on choisit nos combats, mais c'est ça ma préoccupation. Merci infiniment, monsieur le directeur général adjoint, cher Pascal.
Alors moi je dirais que les mobilités c'est la conséquence d'un mode de vie. Au fond, on n'est pas obligé de se déplacer. On pourrait rester chez soi tranquillement. On a besoin de manger, inévitablement. Mais la mobilité, c'est aller à l'école, c'est se soigner, c'est aller au travail. Et donc, ce que je crois aujourd'hui, je m'adresse là à celles et ceux qui prennent des décisions, c'est qu'il faudrait revenir à des politiques d'aménagement du territoire. Alors je suis très heureux de savoir qu'il y a un ministre de l'aménagement du territoire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un ministre de l'aménagement du territoire, en l'occurrence François Rebsaben. Mais les sujets d'aménagement du territoire doivent être au cœur de... Parce que, je dis un mot, quand l'État dit on va supprimer des écoles en milieu ruraux, on va faire un RPI, un regroupement pédagogique. Et l'État a raison parce que c'est peut-être plus bénéfique pour les élèves. Sauf qu'un RPI, c'est plus de mobilité. Quand on va fermer un bureau de poste ou un service public en milieu rural ou ailleurs, peut-être qu'on fait une économie d'échelle à un moment donné, mais c'est plus de mobilité. Et donc l'un et l'autre sont inévitablement très liés et que nous avons besoin aujourd'hui, au moins pour une raison qui est assez simple, c'est notre patrimoine d'infrastructures ferroviaires et routières qui est en très mauvais état. Et pour ces raisons-là, on sait qu'on n'aura pas forcément les moyens financiers de faire ce qu'on a fait avec le plan Marshall à la sortie de la guerre sur notre patrimoine d'infrastructures. On le voit sur les ouvrages d'art en particulier, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut repenser notre société et notre aménagement du territoire. Merci infiniment. Merci Franck Dersin, merci Richard Delpierre, merci Pascal Terrasse.